Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Esther Benbassa, sénatrice de Paris et qui candidate à sa réélection le 27 septembre. Oui, pardon. Esther Benbassa, encore 3 ans, puisque le renouvellement a lieu par moitié. Voilà. Bonjour Esther Bonjour. Benbassa. Néanmoins, il y a un enjeu pour vous. Il y a plusieurs enjeux. Il y a un enjeu collectif à l'intérieur du Sénat. Donc ces élections par moitié vont avoir lieu le 27 septembre. Est-ce que vous allez pouvoir constituer un groupe, puisque vous n'avez plus de groupe à l'intérieur de la Haute Assemblée? Nous avons eu un groupe entre 2011 et 2017 parce que nous sommes arrivés dans un Sénat qui était de gauche pour la première fois depuis 50 ans. Donc c'était la liesse généralisée. Et là, on a fait un groupe et on a fait beaucoup de choses. C'était un groupe très actif. En 2017, au renouvellement par moitié du Sénat, nous n'avons pas eu d'élus. Ouais. Donc nous sommes restés les mêmes. Ceux qui restaient, ceux qui étaient élus. Moi, je suis allée avec mon camarade Guillaume Gontard, qui a été, lui, élu en 2017 chez les communistes, mais en rattaché. Hein, ça veut dire que non, mais est-ce que là, vous avez espoir de constituer un groupe? C'est 10 sénateurs, hein? Minimum. Minimum. Oui, enfin, nous avons déjà 5 personnes qui seront probablement élus, vraiment, c'est assez sûr, qui nous rejoindront. Nous sommes encore 4 au Sénat dispersés entre différents groupes. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui voudraient venir nous rejoindre. Deuxième enjeu, c'est est-ce que vous allez, si jamais ce groupe est constitué, prendre la présidence de ce groupe? Pour moi, le plus important... Vous êtes candidate? Le plus important, c'est la constitution du groupe pour qu'il y ait une continuité avec ce qui s'est passé avec les élections municipales. Je vais probablement poser ma candidature pour être à la tête de ce groupe parce que j'ai l'ancienneté et puis je suis ELV. Je n'ai pas quitté ELV pour aller ailleurs, pas chez l'AREM en tout cas. Voilà. Alors, les Verts, on le dit, ils ont eu le vent en poupe à l'occasion des élections municipales, notamment dans les grandes villes. Ils ont remporté beaucoup de grandes villes. Et puis là, il y a un sondage qui est tombé hier, qui est plutôt assez mauvais pour vous, puisqu'il y a eu des déclarations faites par certains élus, nouveaux élus, qui ont déplu, semble-t-il, à l'opinion, notamment le maire de Lyon, qui dénonçait l'image machiste du Tour de France. Eh bien, 68% lui donnent tort. Quant au maire de Bordeaux, lui, qui est contre des arbres morts sur les places de ville, il pensait notamment au sapin de Noël, dont il ne veut plus, 72% sont contre le maire de Bordeaux sur ce point. Même des écologistes, des électeurs écologistes sont en majorité contre ça. Donc vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous soutenez ces maires dans leurs déclarations, dans leurs propositions, ou vous êtes plutôt assez déçus de ce qu'ils ont dit? D'abord, je vous dirais que les citoyennes et citoyens ont voté écologiste parce qu'ils voulaient des changements. Il faut bien qu'il y ait des changements. Mais on ne retient actuellement que les buzz de ce genre qui dégradent un peu, assombrissent l'image des élus écologistes. Alors, ces déclarations. Moi, je pense qu'il n'y a pas, enfin, c'est pas un grand problème. Peut-être qu'on a eu quelques problèmes de communication. On n'a pas assez affiné la communication. Monsieur Urmic, maire de Bordeaux, a quand même fait le même jour 30 propositions sur le logement, le chômage, etc. Mais on a retenu que l'arbre, peut-être il aurait dû dire qu'on pourrait planter un arbre et le replanter après Noël ailleurs. Et cela n'aurait pas probablement posé problème. Et dire aussi qu'il allait mettre des enluminures dans les arbres de la ville. Vous regrettez ces déclarations? Je ne regrette pas, parce qu'en soi... Le Tour de France, par exemple, vous êtes contre ou pour?
Je ne réponds jamais pour ou contre parce que c'est pas une religion. Vous êtes embarrassé en fait. Hein. Non, écoutez, c'est une tradition. Peut-être que dans notre pays, il ne faut pas toucher les traditions. Monsieur Prudhomme a appelé à un dialogue aujourd'hui. Bon, je suis pour ce dialogue. C'est vrai qu'on peut améliorer des choses, l'empreinte carbone, un Tour de France féminin aussi, à côté du Tour de France actuel. Ce qui est prévu. Pas de voitures thermiques dans la caravane, pas d'hôtesses, mélangées, hommes, femmes. On peut améliorer les choses. Est-ce que vous croyez que c'est pour ça que vous avez été élu, ou vous avez été élu plutôt pour des... où ils ont été élus, parce que vous n'étiez pas candidate au municipal, mais ils ont plutôt été élus pour justement lutter contre le réchauffement climatique, la préservation de l'environnement, améliorer peut-être la part des énergies renouvelables et pas s'occuper de choses qui, somme toute, touchent au patrimoine français, quoi. Oui, bien sûr, nos élus s'occupent de tout ça, puisque quand vous lisez leurs déclarations, leurs propositions, ils et elles s'occupent de tout cela. Mais c'est vrai que les médias ne retiennent que l'aspect, disons, un peu, comme je l'ai dit, un peu buzz. Oui, mais c'est pas de la faute des médias, c'est de la faute des déclarations. Je ne dis pas que c'est la faute, mais on ne retient que cela parce qu'actuellement, il y a un écolo-bashing quand même, il faut le reconnaître. Ah bon? Parce que, oui, bien sûr, c'est politique. On est à la veille des régionales, des départementales, de la présidentielle. Voilà, on essaye d'amoindrir le travail des écologistes. Mais je suis d'accord aussi qu'il faut qu'on fasse plus une communication en dentelle, pour que ce genre de choses n'apparaissent pas, n'émergent pas comme l'essentiel. C'est pas l'essentiel d'ailleurs. Vous êtes écologiste, pourquoi? Vous êtes dans ce parti, pourquoi? Pour des raisons qui sont liées à l'environnement et à la préservation de l'environnement d'abord? D'abord, on est venu me chercher parce que j'étais une intellectuelle qui avait un travail associatif également, puisque j'étais professeure d'université. Moi, je suis venue parce que, pour moi, il y a l'écologie politique, il y a les questions d'environnement, de climat, la faune, la flore et aussi la justice sociale. Pour moi, il n'existe pas d'écologie seulement environnementale. Environnement et justice sociale vont ensemble. C'est pour ça que j'ai continué à travailler dans ce parti et je me suis représentée aux élections pour un deuxième tour. Alors, il y a un autre sujet qui est assez brûlant actuellement, c'est celui de l'installation de la 5G, donc la 5e génération de télécommunications en France. Il y a eu une pétition qui a été signée par beaucoup d'écologistes, M. Jadot, le maire de Grenoble, vous-même. Vous êtes contre, finalement, je vais vous provoquer un peu. Amiche, je suis Madame Amiche. Vous êtes contre le progrès? Écoutez, je ne suis pas contre le progrès. Même le parcours de ma vie montre que je suis une femme de progrès, puisque j'ai traversé les océans quand même, j'ai changé 3 fois de pays. J'ai enseigné en Amérique. Bon, moi, je ne suis pas contre le progrès. Mais j'ai lu cet article, probablement que vous avez lu, dans Le Monde, sur la 5G installée dans certains pays et les observations de la population qui disent que ça ne change pas grand-chose, surtout que la 5G dans les bâtiments ne rentre pas, les ondes 5G, et qu'ils ne voient pas pourquoi ils changeraient de téléphone, ils changeraient leurs outils de communication qui deviennent obsolescents avec la 5G. Enfin, c'est le progrès d'être toujours au téléphone et d'être toujours en communication. Mais les communications vont plus vite, sont plus rapides. Il y a aussi, ça a plein d'applications dans le commerce. Est-ce que la France peut se permettre d'être seule en Europe de l'Ouest à ne pas adopter la 5G? Dans cet article, on parle quand même des gens qui reviennent à la 4G. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on se focaliserait sur
autour du progrès pour promouvoir la 5G. Et ce n'est pas du progrès d'avoir la 5G. On voit aussi que les vidéos ne vont pas plus vite, on n'arrive pas à recharger plus vite. Enfin, essayons, moi je ne suis pas contre. Je suis pour un moratoire, pour qu'il y ait quand même un travail sur un rapport d'impact sur ses effets sur l'environnement et sur la santé. Et après, on verra. Moi, d'emblée, je ne suis pas contre. Mais dans l'état actuel, oui. D'accord. Alors, il y a des élections régionales l'année prochaine. Les sénatoriales, c'est bientôt, mais les régionales, c'est dans quelques mois. Ces élections régionales, est-ce que vous souhaitez que Europe Écologie Les Verts fasse cause commune, notamment avec le Parti socialiste? On verra pendant l'évolution de ces régionales, on verra si on se met avec les socialistes. C'est pas moi qui décide. Est-ce que vous estimez que vous êtes le tronc central de la gauche aujourd'hui en France? Enfin, on n'est pas les supplétifs du Parti socialiste. On l'a été un moment, oui. Et on a vu quand même qu'on est tombé dans certains écueils qu'on aurait pu éviter. Moi, je ne suis pas une supplétive du PS. Nous avons un projet écologiste. Si le PS et d'autres mouvements de gauche veulent nous rejoindre, ça serait une très belle chose, puisqu'on a déjà fait le pôle écolo avec Génération et les diverses composantes des mouvements généraux. Ce sont des petits partis, ça. Ce sont des petits partis. Et les socialistes peuvent nous rejoindre aussi. On a un projet écologiste. La population est d'accord avec ce projet écologique et écologiste, et c'est autour de cela qu'il faut organiser les prochaines élections. Parce qu'il faut le souligner, effectivement, le sondage Odoxa que je citais tout à l'heure montre que Europe Écologie Les Verts est le parti le plus populaire de France, 43%, loin devant La République En Marche, 8% de mieux que La République En Marche. Alors, quel progrès, n'est-ce pas, monsieur? Je ne sais pas. La présidentielle, est-ce que vous devez avoir absolument un candidat ou est-ce que vous devez aussi, pour cette présidentielle, faire alliance? C'est à voir. Madame Hidalgo, oui, j'ai lu. Oui. Vous avez lu, on lui prête maintenant, alors qu'elle avait dit le contraire pendant l'élection municipale, la campagne des municipales, on lui prête maintenant des ambitions présidentielles, nationales. Est-ce que Madame Hidalgo serait une bonne candidate pour vous, pour l'union de la gauche, par exemple? Je n'en sais rien. Nous aurons nos candidats, nous aussi. Vous aurez un candidat, quoi qu'il arrive, vous le souhaitez? Oui, ce serait bien qu'on ait un candidat. Et vous êtes plutôt... Ou une candidate. Ou une candidate. Vous êtes plutôt sur la ligne de M. Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui est assez, je dirais, jusqu'au boutiste dans ses propositions écologistes, ou plutôt M. Jadot? Enfin, c'est pas entrée plat ou plat et dessert. Oui, mais ils ne disent pas tout à fait la même chose l'un et l'autre. Non, ils ne disent pas, on verra. C'est un travail collectif, le choix est un travail collectif, on verra. Vous souhaitez qu'il y ait une primaire, par exemple, à l'intérieur de votre parti? Oui, ça ne serait pas mal. Et puis, il ne faut pas dès maintenant désigner un candidat. Il faut attendre... après les régionales, parce qu'il ne faut pas occulter des élections qui sont très importantes pour l'implantation des écologistes. Et après, en mars, on pourrait voir qu'est-ce qu'on fait des candidats qui se présenteront. C'est après les régionales qu'il faudra décider? Oui, je pense. D'après vous. Enfin, c'est mon avis. D'accord. Alors, ces dernières heures, il y a eu un petit incident à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête sur les jeunes et le Covid, comment ils vivaient cette période, et a été invitée une représentante de l'UNEF, qui n'est d'autre que la vice-présidente d'ailleurs, et qui s'est présentée voilée devant les députés. Il y a une partie des députés, les Républicains, qui sont partis, et une de la majorité présidentielle. Est-ce que vous, par exemple, si vous aviez été député dans cette commission, vous auriez quitté la salle? D'abord, le règlement de l'Assemblée n'interdit pas la présence de signes religieux distinctifs pendant l'audition. Bon. Là, c'est déjà un principe clair. Cette personne est venue avec son foulard.
on n'avait pas à la sortir ou à C'est sortir. foulard, elle est voilée. Elle est voilée, d'accord. Bon, et on ne va pas aller non plus dans le sens de M. Odoul qui a créé la polémique à Dijon autour d'une femme encore voilée. Enfin, cette personne qui est venue à l'Assemblée n'avait pas la burqa. Hein, il ne faut pas non plus. Bon, son visage était quand même découvert. Moi, j'ai vu aux auditions des rabbins venir avec des kippas, des évêques venir avec leur... Oui, mais ce sont des officiers, je dirais, qui sûr. officient pour leur religion. Oui, mais... Cette femme est une civile, elle n'est pas... Oui, mais rien ne lui interdit de venir. Alors, quand on l'a invitée, on savait qu'elle portait un foulard d'habitude. On l'a invitée, on assume. Moi, je suis pour la diversité. Si on continue comme ça, focalisé sur l'islam, on ne s'en sortira pas. Avec la maladie aujourd'hui, il faut qu'on arrive à une cohérence, une cohésion sociale, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça en disant, voilà, son foulard, mon foulard, le burkini. Non, il faudrait dire aux gens que nous sommes un pays où on a voté la loi de 1905 qui préconisait la liberté du culte. Mais par exemple, M. Jadot est contre le burkini dans les piscines. Enfin, dites-moi, s'il vous plaît, combien de femmes vont se baigner avec le burkini? Il y a 20 ans, il y avait peu de femmes voilées dans les rues de Paris, il y a 20 ans. Oui, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Et oui, parce que le voile aujourd'hui, hélas, est identitaire. Et ce n'est pas la pratique, mais c'est une revendication identitaire. Et vous la comprenez, ce n'est pas un acte politique, de militantisme politique? Moi, je vois ça vraiment comme cet acte d'identité qui dit, voilà, nous sommes discriminés, nous n'arrivons pas à atteindre les postes à diplômes égaux, les postes qu'on devrait assumer, remplir. Nous sommes dans les marges et voilà, moi, j'ai le foulard pour moi. Ce n'est pas, moi, les salafistes, je suis contre. Moi, je suis athée. Pour moi, la religion, c'est quelque chose de très individuel, familial, personnel. Mais écoutez, faire de tout cela tout le temps des histoires, lorsqu'il y a un vrai problème. Aujourd'hui, le problème, c'est la maladie, c'est le chômage. Regardez Nokia, regardez Bridgestone, regardez Alinea, même BFM TV, RMC, on licencie les gens. Maintenant, on va s'attarder sur un petit nombre de femmes qui portent le burkini lorsqu'elles vont se baigner, et je suis contre le salafisme, et je le dis. Et si on veut combattre le salafisme qu'on appelle le mouvement du pain et du lait, il faut quand même revoir notre politique dans certains quartiers. Ah bon, pour ça, vous êtes d'accord pour dire qu'il faut revoir cette politique? Non, il faut revoir, oui, il faut prendre des mesures antidiscriminatoires, essayer de donner les moyens de l'éducation, les moyens de s'en sortir à cette jeunesse qui a la niaque, et leur donner plus de possibilités avec des classes alternatives dans les grandes écoles, etc. Enfin, je ne vais pas faire un programme politique ici, mais il faudrait regarder autrement les choses au lieu de s'attaquer sans arrêt au foulard, burkini, etc., etc. On est avec Esther Benbassa ce matin au Talk du Figaro et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Juliette Saint-Jean aujourd'hui. Bonjour Juliette. Bonjour Yves et bonjour Esther Benbassa. Alors on a une première question de Bruno, lui qui s'inquiète face au réchauffement climatique et il vous demande que reste-t-il de l'accord de Paris sur le climat 5 ans après ? Vaste question. Oui, très bonne question. Là, il faut reprendre, n'est-ce pas, faire une loi pour reprendre les préconisations de la Convention citoyenne pour le climat. Il y a des propositions très judicieuses et il est temps quand même de faire une loi sur ces propositions. Est-ce que vous pensez que le président de la République, qui a promis d'organiser un référendum l'année prochaine à partir des conclusions de la Convention citoyenne, est-ce que ce référendum va avoir lieu, d'après vous ? Écoutez, on entend beaucoup de mots. Monsieur Macron a une très belle rhétorique que j'apprécie, mais en même temps, on veut des actes. On n'est pas passé aux actes, ce n'est pas avec 30 milliards accordés pour 2 ans dans le cadre du plan de relance, qu'on va arriver à résoudre ces questions. Voilà.
c'est la vraie question. On a donné quand même 20 milliards sans contrepartie écologique ni sociale à des entreprises pour la réduction de l'impôt de production. On peut aujourd'hui aller plus loin et faire des projets de long terme et pas des projets qui s'arrêteront en 2022 aux élections, parce que là, c'est du ripolin, c'est du verdissement. Autre question. Alors on a Pascal, lui qui est parisien, et il vous demande, avez-vous une solution pour lutter contre l'insécurité à Paris et les problèmes de drogue aussi? Il pense notamment à certains quartiers du 18e, du 19e, où il y a beaucoup de squatteurs et beaucoup de drogue. Oui, il faut peut-être légaliser, faire une légalisation contrôlée du cannabis. La légalisation du cannabis. Contrôlée. Et par l'État. Par l'État. Vous croyez que ça va résoudre le problème d'insécurité? Oui, il y aura une prévention en amont, l'accompagnement, et puis la vente contrôlée pourrait arrêter le commerce de la drogue alternative, qui est aussi producteur de délinquance. Je n'invente rien là-dessus. Et l'insécurité, oui, j'espère que Mme Hidalgo prend les devants, c'est ce qu'elle dit de cette insécurité. Voilà. Et puis, il ne faut pas faire de cette insécurité le problème majeur. Il n'y a pas une augmentation de l'insécurité, mais il y a un tassement. D'ailleurs, il y a un article dans le New York Times sur cette question. La sécurité est devenue aussi un serpent de mer. Et oui, il y a de l'insécurité, mais l'insécurité n'est pas en augmentation. Les violences ne sont pas en augmentation. Si, les violences, par exemple, à l'endroit des femmes, après MeToo, il y a une judiciarisation qui fait bien sûr, on comptabilise davantage ces violences, mais les chiffres de l'INSEE ne sont pas les chiffres des politiques. Les politiques donnent des chiffres en sauvagement, etc. Et lisons les chiffres donnés par l'INSEE, qui est quand même une institution nationale, pour voir que l'insécurité n'est pas en augmentation. Dernière question, Juliette. Alors, on vous a vu manifester auprès des Gilets jaunes. Et pourquoi est-il important pour vous de les soutenir, demande Clarisse. Est-ce que vous les soutenez toujours? Écoutez, pour moi, ça a été une expérience assez exceptionnelle, une expérience politique. Je les ai reçus le 13 décembre au Sénat. C'était le début du mouvement. Et je sais que c'est un mouvement, je les ai suivis pendant une 50aine de semaines. Et j'ai vu que c'était quand même très hétérogène. Vous avez de la droite jusqu'à la gauche. 2018. De la droite à la gauche, avec diverses opinions. Mais ce mouvement a mis en avant des revendications qui sont les revendications du peuple silencieux qui se tait. Bien sûr, je ne justifie pas les violences qu'il y a eu. La majorité des actes violents ont été commis par les mouvements marginaux, les Black Blocs, etc. Mais c'est vrai que les Gilets jaunes ont été mêlés parfois à ces mouvements. Je crois que les Gilets jaunes, aujourd'hui, représentent, même s'ils sont en train leur nombre diminue, mais c'est quand même un peu la conscience du peuple qui dit assez, on veut vivre correctement, on veut avoir des salaires décents, nous roulons en diesel parce que nous n'avons pas les moyens de nous acheter des voitures qui ne roulent, on a des vieilles voitures, on ne va pas acheter des nouvelles, on n'a pas assez. Toujours. Ce n'est pas une question de soutenir, je les observe, je les regarde, je vais discuter avec eux, suivre, je vais parfois à leurs manifestations, je vais de moins en moins parce que aussi je n'ai pas le temps, mais aussi je suis un peu gênée parfois que les fondamentaux de ce mouvement reculent et qu'il y ait à l'intérieur maintenant des voix qui dérivent un peu parfois sur certains sujets. Et j'appelle les Gilets jaunes à retourner à leurs fondamentaux, pouvoir d'achat, la vie quotidienne. La vie quotidienne, plus d'écologie, plus de verre, plus de meilleure alimentation. Enfin, ils avaient vraiment, la fin du mois et la fin du monde, les deux étaient parfois réunis et allaient ensemble. Merci Esther Benbassa, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
aux questions des internautes aussi qui étaient posées ce matin par Juliette Saint-Jean. Et puis, évidemment, on se retrouve lundi.